L'équipe Ethos, Éthique, Technologie, Humain, Organisation et Société est une équipe de recherche de l'Institut Mines Telecom Business School qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux enjeux éthiques, sociaux et humains liés à l'évolution des organisations et sociétés hyper modernes. Donc, c'est une équipe transdisciplinaire qui réunit des chercheurs issus des sciences de gestion, mais aussi des sciences humaines et sociales, des sciences politiques et des sciences du langage. Alors, vous savez que le paysage de la recherche aujourd'hui, il est un peu complexe, et donc une partie des chercheurs de l'équipe fait également partie du laboratoire LITEM, qui est le laboratoire en innovation, technologie, économie et management, qui est commun avec l'université d'Evry et qui fait partie de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société, donc SHS, de l'université Paris-Saclay. Donc voilà, voilà qui nous sommes, et je passe donc la parole du coup à Madina Rival qui nous a fait donc l'amitié de co-organiser avec nous ce séminaire. J'en suis ravie. Oui, un grand merci Lauréat. On aurait été ravis de vous accueillir dans nos beaux locaux du CNAM. C'est ce qui avait été prévu au départ. Ça n'est que partie remise. Vous viendrez nous voir, chers collègues d'Ethos et puis plus largement du LITEM. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Madina Rival. Je suis professeure de management public et en effet, j'ai le plaisir de diriger le LIRSA. Ça s'écrit LIRSA. Et le LIRSA, c'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action. C'est un laboratoire qui est gros, là, c'est l'alliance de David et de Goliath, c'est notre affaire, mais c'est très bien. Et on va vous expliquer pourquoi on a eu cette idée et en quoi on est très sur la même ligne, finalement, alignée. Le LIRSA, ce sont 200 personnes, dont 80 doctorants, et je suis très heureuse, je vois de nombreux doctorants connectés, donc écoutez, bienvenue à tous. Donc, c'est un labo essentiellement de sciences de gestion, avec quand même une approche très pluridisciplinaire. Nous avons des collègues en économie, en droit, en géographie également. Et donc, je vois Cécile Dejeau qui nous rejoint et qui lève la main. Il y a une fonction lever la main, en effet, on verra ça après. Donc, ce laboratoire appartient au Conservatoire national des arts et métiers, qui est un vieil établissement qui date de la Révolution française, qui forme un grand établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, qui forme essentiellement en formation continue. Et nos doctorants ont plutôt ce profil-là, à l'exception de quelques doctorants contractuels. Voilà. Alors, c'est un labo qui a plusieurs équipes, dont une équipe dédiée plutôt au pilotage des organisations, une équipe plutôt dédiée à la stratégie, à l'innovation en développement durable, SPEED, et c'est à cette équipe-là qu'appartient Philippe, c'est même lui qui en est le dirigeant, le manager, et il vous dira ça tout à l'heure. Et puis le laboratoire a également une équipe qui a un joli nom qui s'appelle POEM, qui fait de l'économie et puis du management plutôt financier, on va dire. Voilà. Alors, pourquoi ce séminaire commun ? Alors déjà, on a de la chance avec la date du 18 juin. Ça va être l'appel de la recherche. On est ravis parce que c'est un bel événement et ça va nous sortir un petit peu de cette histoire de Covid, même si la période nous montre que la question de l'anthropocène est importante. Alors, pour ne rien vous cacher, mais il y a une belle amitié qui nous lie avec Lauréat depuis fort longtemps, depuis des études communes à Dauphine, surtout pour elle d'ailleurs. Et puis réflexion commune partagée depuis sur les questions d'éthique notamment. Et puis cette idée que nos deux équipes de recherche ont à se parler autour d'un commun qui serait l'ouverture. On y a réfléchi l'autre jour toutes les deux et on se disait qu'il y avait une ouverture sociale qui lie nos deux établissements social dans le sens où la formation pour tout et par tous, c'est le leitmotiv du CNAM, et je sais que vous portez ça également à l'école. Une ouverture dans le sens aussi, deuxième type d'ouverture, dans le sens où on est très proche du terrain,
Hein, on est très ancré terrain. Et puis une ouverture disciplinaire, voilà. Et la question de l'anthropocène, elle est très symbolique de ça. Donc je vais pas occuper plus de temps. Je vais laisser Lauréat présenter, que je remercie vraiment. Que je remercie Fanny également qui a mis en place tout le dispositif technique pour que ça se passe le mieux possible. Je vais laisser Lauréat présenter nos intervenants avec l'idée d'une heure d'intervention et puis une heure de discussion. La discussion, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à mettre des questions dans le fil de la discussion. On les reprendra et on vous passera la parole en vous proposant évidemment d'allumer vos caméras quand ce sera à votre tour de parler. Voilà, je te laisse la parole, Lauréat, et merci. Alors, on ne t'entend pas, tu as coupé ton micro. Oui, donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons avoir le droit à une présentation de la part de Cédric Gossard et Nicolas Praquin d'environ 45 minutes. On va dire. Eh bien, donc, Cédric, il est professeur en sciences de gestion chez nous, à l'Institut Mines Télécom Business School. Et ses travaux de recherche, ils portent sur les innovations sociales numériques, la RSE, la recherche et l'innovation responsable, et bien entendu sur les enjeux posés par l'anthropocène aux organisations, ainsi que Nicolas Praquin. Donc, Nicolas Praquin, il est professeur en sciences de gestion à l'Université Paris-Saclay. Ses travaux, eh bien, ont porté initialement sur l'histoire sociale, politique, institutionnelle et technique de la comptabilité, et depuis peu, il s'intéresse en fait aux enjeux liés à l'anthropocène en mobilisant plusieurs champs comme celui de l'intelligence collective, l'économie circulaire, l'écologie profonde et la spiritualité. Un grand merci à tous les deux parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent avec nous des réflexions qui sont vraiment à chaud, encore en ébullition, je dirais, dans leur tête. Et donc, c'est vraiment ça qui est très exaltant pour nous, chercheurs, c'est de participer à ce moment où les choses ne sont pas complètement figées, l'article n'est pas écrit, il a été fait pour nous. Donc, un grand merci Cédric et Nicolas. Et un grand merci à Philippe Durance, professeur titulaire de la chaire de prospective et développement durable du CNAM, également responsable de l'équipe donc SPEED, comme le rappelait Madina, ancien président de l'Institut des futurs souhaitables, grand spécialiste de la prospective, dans le domaine de la prospective, et qui justement a accepté de discuter de ces travaux sans avoir eu beaucoup de temps pour le préparer, puisque comme vous le savez, eh bien, ce sont des travaux en cours. Donc voilà, je vous laisse la parole. Un grand merci à tous. Merci Lauréat. Donc, est-ce que vous voyez la présentation? C'est bon là? Tu m'entends? Oui? Donc, merci à Lauréat, Madina et Philippe pour cette invitation. Donc, effectivement, avec Nicolas, ce travail, c'est l'histoire d'une rencontre déjà, parce que nous ne sommes pas encore des amis de 20 ans, lors d'un comité de suivi de thèse, en fait, en laboratoire de l'ITEM et du rythme l'année dernière. On a découvert des intérêts, des questionnements communs, des livres, des lectures communes aussi. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est lancer une discussion, effectivement. C'est un projet de recherche qui est en cours. Par contre, ce qu'on ne va pas faire, c'est vous fournir une revue de littérature exhaustive. Donc, ce qu'on a fait, c'est sélectionner une vingtaine d'articles qui nous permettent d'alimenter la réflexion autour de ce sujet. Donc, les sciences de gestion, les chercheurs en sciences de gestion et l'anthropocène. Comment pouvons-nous intégrer dans nos recherches et répondre aux gros enjeux de l'humanité. Nicolas, je te passe la parole aussi pour que tu puisses dire quelques mots d'introduction. D'accord, merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être accueilli au sein de vos laboratoires respectifs et puis de toutes les personnes qui ont organisé cet événement où Cédric et moi-même allons pouvoir vous présenter effectivement pas un état de l'art, mais beaucoup plus nos réflexions à partir de ce qu'on a pu lire en sciences de gestion autour de l'anthropocène. Et donc, on va effectivement avec Cédric vous présenter différents items sur ce questionnement et puis surtout, on espère une conversation qui soit riche en échange. Cédric, je te relaisse prendre la suite. Donc, ce qu'on vous propose comme programme,
Après une introduction sur le sujet de notre présentation, donc je précise que nous avons préparé les diapositives en anglais et que tous les articles ainsi que ces présentations sont disponibles dans le Drive et nous avons mis le lien dans la discussion. Nous allons commencer par parler de l'objet des recherches en sciences de gestion. En quoi est-ce que prendre l'Anthropocène, les grands enjeux de l'humanité au sérieux, influence le choix de nos objets de recherche. Ensuite, comment est-ce que cela influence les acteurs que nous étudions, les théories que nous mobilisons. Et nous conclurons par qu'est-ce que ça veut dire de prendre l'Anthropocène et les grands enjeux de l'humanité au sérieux quand nous sommes un chercheur ou une chercheuse en sciences de gestion. Et on terminera par une petite conclusion. Donc pour commencer cette introduction, quand on parle de grands enjeux de l'humanité, Grand Challenges, donc ce terme qui est apparu donc aussi en management, en fait il a été utilisé au début du siècle dernier par un mathématicien allemand qui s'appelle David Hilbert, pour qualifier en fait 23 problèmes mathématiques qui ne pouvaient être résolus sans la collaboration d'un grand nombre d'équipes, disons, de mathématiques. On ne pouvait pas résoudre tout seul dans son coin. Pour les chercheurs et chercheuses en sciences de gestion, dans un article paru donc dans la Academy of Management Journal, Garrett George, qui a été l'éditeur de cette revue pendant plusieurs années, a précisé que ces grands enjeux, on pouvait les définir comme des obstacles majeurs qui, si on arrivait à les lever, pouvaient contribuer à résoudre des problèmes de société disons, très importants. Et en fait, lorsqu'on regarde dans la littérature en management, c'est aussi le cas dans l'espace public, ces grands enjeux, on peut en parler de différentes manières. La manière peut-être la plus connue, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, ce sont les 17 objectifs de développement durable, donc adoptés en 2015 par les Nations Unies, donc qui regroupent des objectifs sociétaux, environnementaux et économiques. Lorsque les auteurs, en disant management, se focalisent plutôt sur les aspects écologiques, ils peuvent parler de limites planétaires, les 9 limites planétaires qui ont été proposées par le Stockholm Resilience Center. Le lien est ici sur la droite. Voilà pour les grands enjeux, lorsqu'on parle de grands enjeux, et donc qui commencent à être pris en compte et par les chercheurs en sciences de gestion. Alors l'Anthropocène, c'est donc possiblement une nouvelle période géologique, puisque la Commission internationale de stratigraphie s'est pas encore prononcée, elle devrait le faire l'année prochaine. C'est arrivé en sciences sociales, et là je vous ai mis en fait une capture d'un film qui porte sur l'Anthropocène. Lorsqu'on parle d'Anthropocène, on parle d'une époque géologique au cours de laquelle les humains ont sorti la planète de ses limites écologiques. Donc c'est une notion qui est intéressante parce que ça permet d'aller au-delà du développement durable et donc de prendre en compte des enjeux plus systémiques. C'est aussi l'importation de cette époque géologique dans les sciences sociales a aussi ses limites, et il y a un livre que je vous conseille qui a été traduit en anglais qui s'appelle L'événement Anthropocène par Bonneuil et Fressoz. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de regarder qu'est-ce que ça fait de prendre l'Anthropocène au sérieux en sciences du management. Alors, avec Cédric, on avait envie dans notre introduction, de commencer aussi par 2 citations. L'une de Jean-Baptiste Say, qui date de 1803, qui est un économiste que nous, Français, nous connaissons bien. Et puis Philippe Biouy, qui est un ingénieur qui travaille à SNCF, mais qui, à côté de ça, fait des recherches autour de l'Anthropocène et des changements de civilisation auxquels on va être très probablement confronté dans les années et décennies qui viennent. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir la distorsion qui peut exister à 2 siècles de distance, puisque Jean-Baptiste Say, je vais vous donner la citation en français, les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et donc, pour moi, ça a été de lire cette citation-là dans un ouvrage, ça a été l'un des déclics, parce qu'aujourd'hui, on est bien conscient que les ressources sont fondamentalement épuisables, et c'est l'un des enjeux de l'Anthropocène. Et à l'inverse, Philippe Biouy écrit « Nous faisons face à ces 2 problèmes au même moment, et ils se renforcent mutuellement. Plus d'énergie nécessaire pour extraire et raffiner les métaux, plus de métaux pour produire une énergie moins accessible. » Et donc, on est pris dans un effet de ciseau
où d'un côté, on a des énergies, on va le voir un petit peu plus tard dans notre présentation, dans l'introduction, qui sont dans une demande croissante. Et de l'autre côté, on a des ressources naturelles qui sont au bord de l'épuisement. Et comment est-ce qu'on peut continuer à vivre dans notre civilisation? Et donc, comment vont travailler nos organisations dans ce contexte-là? Alors, on a pris un article qui est très fréquemment cité dans beaucoup de recherches en sciences de gestion, un article qui date de 2015, qui a pas mal défrayé la chronique dans le milieu scientifique, mais bien au-delà du milieu de l'Anthropocène, parce qu'en fait, il est intéressant dans la mesure où il synthétise très bien la façon dont j'ai envie de dire, des scientifiques constataient des phénomènes, mais de façon isolée. Et la recherche en Anthropocène, et moi aussi c'est l'un des enjeux, et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est d'essayer de faire des liens entre des disciplines qui, jusqu'à présent, se parlaient pas ou se parlaient peu. Alors cette série de graphiques, puisque vous avez 12 graphiques sous les yeux, vous montre un petit peu la façon dont les tendances socio-économiques ont depuis les années 50, si vous regardez les graphiques, en fait, à partir des années 50, on a une poussée exponentielle d'un certain nombre de phénomènes d'utilisation de l'eau, de production de papier, de création de barrages, de développement d'une population urbaine, d'utilisation d'énergie primaire, etc. Je ne vous les passe pas tous en revue, vous les avez sous les yeux. Et en fait, il y a dans la définition de l'Anthropocène, d'un point de vue beaucoup plus anthropologique que géologique, il y a deux grandes étapes, deux grands repères historiques. Un premier repère historique qui serait de dire, au moment de la révolution industrielle, la machine à vapeur en fait va révolutionner complètement les industries et l'utilisation des ressources premières et en particulier du charbon, donc 1783 avec James Watts. Et puis une deuxième étape, où pour certains, l'Anthropocène, encore une fois d'un point de vue anthropologique et sociétal, c'est le début des années 50, parce que vous voyez bien que sur les graphiques, les courbes explosent à partir des années 50. Et donc, cette transformation de nos systèmes de vie, de nos systèmes économiques, va avoir des effets également sur le système Terre. Et on s'aperçoit bien, encore une fois, sur ces mêmes slides, sur ces mêmes 12 slides, le développement des émissions de carbone, du méthane, de l'acidification des océans, de la culture des crevettes. Donc, vous voyez, on a un panel très divers de la façon dont on ponctionne la Terre, mais on s'aperçoit que dans tous ces espaces-là, il y a vraiment un tournant autour des années 50 qui correspond justement à la façon dont on a pu, encore une fois, ponctionner des ressources naturelles. Alors, toujours dans ce sens-là, et là, c'est assez intéressant pour ceux qui connaissent Jean Covici, qui commence à être pas mal médiatisé depuis quelques années, et qui donc a un cabinet de conseil Carbone 4, et qui lui s'intéresse, en fait, c'est un ingénieur, un polytechnicien, lui s'intéresse en fait aux quantités produites, non pas au prix, mais aux quantités, il travaille sur les quantités. Et on s'aperçoit donc toujours sur le même article la corrélation très forte entre l'utilisation de l'énergie primaire, qui est le graphique du bas, et puis la croissance économique, qui est le graphique du haut. On pourrait presque superposer les deux courbes. Et puis sur le graphique de droite, qui est justement issu d'une conférence de Jean Covici que je viens de citer, et bien on s'aperçoit également que c'est à partir disons, fin du 19e siècle, courant du 20e siècle, que l'utilisation des combustibles fossiles suit une croissance assez exponentielle. On part d'une ligne horizontale et on s'aperçoit que la ligne devient quasiment verticale. Dernier point, toujours pour donner un peu le contexte. Alors, dans l'une des choses que je fais pas mal de veille technologique, parce que pour moi, il y a deux grands enjeux. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus loin, mais d'une part, comment est-ce que l'on peut transformer notre regard sur le monde? Parce que je pense que sans transformer notre regard sur le monde, on ne pourra pas aller vers une transition écologique et un monde plus vertueux, en tout cas de ce point de vue-là. Et puis de l'autre côté, c'est aller voir de ce que l'on est capable de créer comme innovation technologique qui ont le moins d'impact possible sur la planète.
Et donc, du coup, il y a un prisme, je trouve, qui est assez faussé. C'est pour ça que je tenais à présenter ce slide. C'est qu'on a tendance aujourd'hui à magnifier d'une certaine façon la production d'énergie électrique provenant de ressources naturelles, enfin de ressources, pardon, renouvelables. Et on s'aperçoit en fait sur le graphique, d'une part, il y a des effets rebonds, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matières fossiles et ensuite du charbon et ensuite du pétrole. Mais cet effet rebond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la découverte d'une nouvelle… Excusez-moi de t'interrompre, Nicolas. Cédric, est-ce que tu pourrais repartager les slides? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Ah bon? D'accord. Que les slides ne sont plus partagés. D'accord. moi aussi. Je recommence, ouais. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait… Bon. Merci. Je pense que c'est bon. D'accord. On s'aperçoit qu'en fait, il y a une cumulation des énergies fossiles. Hein. Il n'y a pas de remplacement, mais une nouvelle énergie se cumule à la précédente. Et qu'en fait, les énergies dites renouvelables, hein, que vous avez en haut dans le graphique, représentent une part très faible de la charge énergétique. Hein. Donc, il faut se méfier aussi du prisme par lequel on regarde aussi l'utilisation des énergies qui sont encore une fois à la source de la révolution industrielle et de nos modes de vie actuels, enfin occidentales, mais qui tend à se répandre sur l'ensemble de la planète. Merci Nicolas. Donc, nous commençons donc du coup, vu étant donné ce contexte, en tant que chercheur en sciences de gestion, qu'est-ce que ça implique à partir du moment où on prend cette introduction donc au sérieux? Il y a vraiment des grands changements qui sont en cours, qui sont à l'œuvre. Donc on a commencé en fait, lorsqu'on a lu les articles, on a essayé de les organiser en 4 différents de parties, et en commençant par l'objet de la recherche. Donc si on prend l'Anthropocène au sérieux, eh bien, quand on regarde les articles qui le font, les collègues qui le font, eh bien, ils choisissent en fait de prendre en compte dans leur objet de recherche ces grands enjeux de l'Anthropocène. Un exemple avec cet article paru dans The Academy of Management Journal en 2014, où les éditeurs choisissent le sujet donc, du climat, du changement climatique. Ils expliquent donc, que le changement climatique est un des grands enjeux auxquels est confrontée l'humanité au XXIe siècle. Et qu'est-ce que l'on peut faire, nous, en tant que chercheurs en sciences de gestion? Il donne quelques exemples. La reconfiguration des chaînes de valeur, qui est assez d'actualité, vu la crise sanitaire actuelle, on en a pas mal parlé. Travailler sur la résilience des organisations et s'adapter aussi, commencer à voir comment est-ce qu'on peut s'adapter, comment les organisations peuvent s'adapter au changement climatique. Il y aura des changements en termes sur le travail, évidemment, et sur la vie aussi de tous les jours, et puis des changements sociétaux, changements culturels, les consommateurs qui commencent à avoir des nouveaux comportements, etc. Donc, plein de sujets qui émergent grâce à si l'on prend en compte ces grands enjeux dans nos recherches. Un autre article dans AMJ aussi, cette fois-ci en 2015, avec un focus cette fois-ci sur, on peut choisir comme sujet aussi les ressources naturelles. Donc dans cet article, les éditeurs de AMJ proposent en fait un agenda de recherche pour travailler sur le management des ressources naturelles. Et puis un dernier exemple, AMJ 2016, où les auteurs proposent en fait un cadre d'analyse pour étudier ces grands enjeux en sciences de gestion. Voilà, donc tous ces articles, vous les retrouverez dans le Drive et ils sont accessibles aussi en ligne. À toi, Nicolas. D'accord, j'avais un doute. Donc, à partir de ces articles avec Cédric, on a identifié un certain nombre, je dirais, de points d'accroche sur lesquels on pouvait discuter et essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait introduire la question de l'Anthropocène dans les sciences de gestion. Est-ce que ça représentait comme transformation aussi dans nos propres recherches? Alors, vous avez un article de Banerjee qui montre que, donc c'est un article qui date de 2011, et qu'en fait, que dans l'ensemble des publications en sciences de gestion, il y a seulement 1% des articles qui sont consacrés à cette question de l'Anthropocène et de la transformation des organisations. Donc, c'est un sujet qui est vraiment émergent. C'est assez logique parce qu'il y a encore 20 ans, quand on parlait d'Anthropocène, on vous regardait avec des yeux ronds. Il y a 10 ans, il y a des gens qui commençaient à s'intéresser. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose qui
qui est beaucoup plus connue du public. Donc, on a identifié la question, hein, vous pouvez voir la question des acteurs, de l'interdisciplinarité, des objets de recherche, des enseignements, des concepts et des récits, et puis des épistémologies, méthodologies. Il y en aurait bien sûr bien d'autres, et puis j'espère que la discussion sera l'occasion d'ouvrir aussi d'autres espaces. D'accord. Hop. Et donc, premier aspect, c'est les concepts et les récits. Moi, je suis un chercheur en sciences de gestion qui pense que sans récit, il n'y a pas de recherche. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement une forme de prise de position consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire dans ce que l'on produit. Et pour moi, l'un des enjeux de ma recherche en tant que chercheur en sciences de gestion, aujourd'hui, c'est d'essayer de voir quel nouveau récit on peut construire à partir de nos propres recherches. Donc, ça veut dire à la fois revisiter des vieux concepts, hein, qui vont être par exemple la question du bien commun. Hein. La question du bien commun, c'est quelque chose qu'on a oublié, qui existait sous l'Ancien Régime et un petit peu au-delà, qui a eu tendance à disparaître, hein, et qui aujourd'hui ressurgit justement autour de certains autres concepts comme ceux de l'économie circulaire dont on aura l'occasion de parler. Et ça pose la question aussi du rapport à la propriété, puisque par définition, un bien commun n'est plus un rapport d'une propriété exclusive. Ça pose aussi la question de la responsabilité et de l'action. Hein. Et là, je viens un petit peu soulever la question de ce qui a un petit peu dominé l'économie néolibérale, c'est-à-dire une orientation de l'action tournée uniquement vers l'enrichissement de l'actionnaire, hein, pour faire un peu court et de façon un peu caricaturale. Et quelle est la responsabilité de l'entreprise et donc des actionnaires et des parties prenantes dans ce contexte-là. Dernier élément, enfin il y en aura d'autres hein, certainement, mais la question de la sobriété. Hein. On parle de sobriété énergétique, mais j'ai envie de dire quelle est la question de la sobriété dans un sens plus large, au sens de qu'est-ce que l'on peut faire dans une organisation pour consommer moins de ressources, et qu'est-ce que l'on peut faire d'un point de vue sociétal aussi pour ne pas être dans cette logique dans laquelle on est inscrit, c'est-à-dire d'une consommation effrénée. Autre aspect encore, c'est la question des externalités. Comment est-ce qu'on peut internaliser au sein de l'organisation, hein, on l'a bien vu avec la citation de Jean-Baptiste Say, internaliser toutes les externalités dites négatives que peuvent produire les organisations. Et puis, c'est aussi essayer d'aller chercher dans les marges, dans différents futurs possibles. Et là, je suis en train de finalement, j'avais un peu laissé tomber la comptabilité pendant 5 ans et je suis en train de redécouvrir la comptabilité, notamment à travers la comptabilité CARE, qui est une comptabilité intégrative dont j'aurai peut-être l'occasion de parler dans la discussion, mais je vais pas entamer maintenant, sinon ça serait un petit peu long. À toi, Cédric. Merci. Donc, lorsque l'on regarde un petit peu les travaux de nos collègues en management, on constate que finalement, prendre l'anthropocène au sérieux, ils ont essayé d'intégrer ces grands enjeux dans nos recherches, permet de proposer de nouveaux concepts. Et on se rend compte en fait que si on regarde le cas de cet article, hein, publié par Marty dans le Journal of Business Ethics il y a 2 ans, la littérature sur les modèles d'affaires, en fait, il y a différentes interprétations de ces modèles d'affaires. Pour ces auteurs, finalement, c'est pas un problème parce que ça permet à ceux qui sont intéressés par notamment l'entrepreneuriat, la stratégie ou l'innovation, de remettre en question finalement ce concept de modèle d'affaires qui est très utilisé en gestion, et également donc de le questionner à l'aune donc de ces grands enjeux de l'humanité. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans leurs articles et ça les a amenés donc à proposer ce nouveau concept Transformational Business Models. Ils expliquent notamment dans leur article, on aura l'occasion d'en reparler par la suite, comment est-ce que ces modèles d'affaires ont un impact en fait sur la vie en fait de certains acteurs, qui notamment les plus démunis, hein, donc on les appelle les acteurs de fringe actors, mais également évidemment pas seulement sur les acteurs humains, parce qu'en sciences de gestion c'est une discipline qui est très anthropocentrée, mais également sur les acteurs non humains, donc la nature, que ce soit les végétaux, les minéraux, voire même les objets. Donc, lorsque intégrer finalement ces grands enjeux de l'humanité, ça implique en fait de repenser ces concepts clés que l'on enseigne, notamment en école de management, à tous les étudiants et étudiantes de première année.
Et il donne exemple du domaine de la microfinance, où les modèles d'affaires de la microfinance, vous savez, vous connaissez, hein, donc la Grameen Bank, avec des programmes de développement qui ont été mis en œuvre par la Banque mondiale. Et donc, il donne des exemples où ce concept de modèle d'affaires était trop rigide pour pouvoir intégrer certains acteurs, notamment les acteurs les plus démunis. Et donc, ils encouragent en fait les chercheurs et chercheuses en sciences de gestion de regarder un petit peu la littérature sur les grands enjeux pour justement remettre en question ces concepts que l'on utilise depuis des années en sciences de gestion, mais qui, pour intégrer les grands enjeux, finalement, nécessitent notamment d'avoir une vision plus large, notamment des acteurs qui sont touchés par nos concepts et nos programmes de recherche. Donc moi j'ai bien aimé cet article, hein, je vous le recommande, et donc avec un nouveau concept, Transformational Business Models, on aura l'occasion d'en reparler. Prendre l'Anthropocène au sérieux et ses grands enjeux, ça implique aussi d'avoir une nouvelle vision du monde, hein, notamment en ce qui concerne les écosystèmes naturels, pas simplement les concevoir comme des stocks de ressources, ou simplement ne pas les prendre en compte du tout. Et donc là, il y a plusieurs articles en sciences de la gestion qui ont été publiés, notamment par Christopher Wright et Daniel Nyberg et d'autres collègues. Un premier article, par exemple, qui se focalise sur les imaginaires autour du changement climatique. Ils expliquent que pour intégrer ces enjeux-là en sciences de gestion, ça nécessite d'avoir une vision systémique en fait de nos objets de recherche et donc de prendre en compte en fait le contexte économique, politique et social. Alors que les sciences de gestion sont souvent focalisées au niveau micro, soit des individus, soit des organisations. Et il pousse également, il nous incite également à remettre en question les présupposés idéologiques qui sont sous-jacents aux outils, à nos théories, et notamment aux modes de production et de consommation. Donc, un autre exemple, Organizing in the Anthropocene, il les explique en fait que cette intégration en fait, des grands enjeux et de l'Anthropocène, c'est clé en fait, c'est vraiment un sujet qui devrait être au centre en fait des recherches en sciences de gestion, notamment en sciences de l'organisation. Et il propose en fait d'avoir une vision un petit peu plus réaliste des relations entre les sociétés humaines et les écosystèmes naturels, qui jusque-là sont assez séparés, soit n'ont pas du tout été pris en compte, ou alors étaient pris en compte comme un stock de ressources dans lesquelles on pouvait piocher de manière indéfinie. Et dans cet article, en fait, il regarde un petit peu comment est-ce que les acteurs se positionnent vis-à-vis de ces relations de sociétés humaines et écosystèmes naturels. Et il y a le scénario business as usual, donc en fait comme si la nature n'existait pas, mais comme s'il n'y avait aucun problème au niveau des écosystèmes naturels. Ça, c'est le scénario business as usual. Le récit de l'écomodernisme, c'est grâce à la technologie, on va pouvoir résoudre tous les problèmes sociaux et environnementaux. Il y a aussi une littérature qui mise sur les mouvements sociaux, c'est toute la littérature autour des grassroots, des mouvements grassroots. Une autre littérature qui propose de prendre en compte les changements systémiques, et puis leur approche, en fait, le cinquième narratif récit qu'il propose dans l'article, il l'appelle Organizing Culture, c'est-à-dire il propose en fait de changer nos imaginaires. Et l'imaginaire, les représentations que les individus et les organisations ont justement des rapports entre sociétés humaines et écosystèmes naturels. Donc 2 articles aussi intéressants que je vous conseille de lire. À toi, Nicolas. Ouais. Donc ça nous amène à nos objets et nos imaginaires. Je parlais tout à l'heure déjà un petit peu de cette question des imaginaires. Alors plusieurs points d'appui. Un premier point qui me semble intéressant, c'est d'aller voir dans les marges. Alors j'ai cité comme exemple la ZAD de Nantes qui maintenant est bien connue, où en fait c'est un écosystème humain et non humain, pour reprendre justement, prolonger un peu ce que disait Cédric, qui a des modes d'organisation qui sont tout à fait intéressants. Donc c'est intéressant d'aller voir comment on invente ou on réinvente, si on peut dire, des modes de relation aux vivants dans des écosystèmes humains et non humains. Il y a aussi toute la question des éco-villages, quand des personnes cherchent à aller vivre dans des espaces nouveaux
dans une relation plus étroite avec la nature, justement en cherchant à renouveler des espaces naturels et en ayant le moins d'impact possible. C'est également des aspects qui sont intéressants. Et puis aussi aller voir des entreprises qui sont à la base assez classiques et puis qui vont justement faire une bascule. Et je donne l'exemple de Pocheco. Justement, il y a encore une heure, j'étais dans une autre visioconférence avec eux. Et juste Emmanuel Druon, quelques mots. Emmanuel Druon, c'est le dirigeant de Pocheco. Pocheco, c'est une entreprise de fabrication d'enveloppes. Vous pouvez imaginer que la fabrication d'enveloppes, c'est peut-être pas les secteurs les plus en croissance aujourd'hui. Et en fait, comme c'était quelqu'un qui était très intéressé justement dès le départ aux impacts écologiques de son activité entrepreneuriale, eh bien progressivement, il a transformé l'entreprise et ils ont créé un cabinet de conseil en accompagnement des entreprises qui vont sur des démarches beaucoup plus écologiques et qui prennent en compte les enjeux de l'anthropocène. Donc, il y a des choses à aller voir, à aller chercher d'un point de vue de l'action collective, que ce soit de l'action publique ou de l'action plus privée. Une question qui, pour moi, assez centrale, qui a beaucoup d'impact sur la façon dont je me questionne aujourd'hui sur la place des organisations. Comment est-ce qu'on peut imaginer des organisations dans un monde sans croissance économique ? On a eu l'occasion de le montrer dans l'introduction que la croissance économique a des impacts délétères sur la planète et que ce n'est pas vivable pour les années et les générations qui viennent. Et comment est-ce que l'on peut penser l'organisation de demain dans un monde sans croissance économique ? Alors, je fais juste un petit aparté. Je suis en train de redécouvrir la comptabilité à travers notamment la comptabilité CARE. Et c'est une comptabilité qui est particulièrement intéressante parce que justement, elle va chercher à renouveler d'abord l'écosystème avant de produire et distribuer des dividendes. Ça veut dire aussi créer des nouveaux objets de recherche qui, comme on l'a dit tout à l'heure, de travailler sur les ressources naturelles, travailler, et c'est un peu de circonstance aujourd'hui, sur les catastrophes et les pénuries. Alors, le Covid peut être vécu comme une catastrophe, en tout cas une catastrophe socio-économique. Et puis, ça veut dire aussi aller vers des recherches sur des nouvelles frontières. Les sciences de gestion, pendant très longtemps, l'idée, c'est d'aller voir comment fonctionne à l'intérieur de la boîte noire. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, au-delà de la boîte noire, c'est essayer de voir comment l'organisation fonctionne dans son écosystème en interrelation avec les autres organisations. Ça nous ramène à la question du bien commun, ça nous ramène aussi à la question de l'économie circulaire, qui est une économie justement beaucoup plus intégrée, où les organisations vont être beaucoup plus complémentaires les unes des autres. Et nécessairement, il y a aussi des espaces pour la recherche en gestion. Donc un mot sur maintenant les acteurs que l'on peut étudier. En fait, qu'est-ce que ça implique lorsqu'on prend l'anthropocène au sérieux en sciences de gestion dans les travaux de recherche. Ça a un impact sur le type d'acteurs et comment est-ce qu'on les prend en compte. Je repasse la parole. D'accord. Donc c'est un petit peu le prolongement. On avait une vision sur essentiellement une vision actionnariale, et puis ensuite il y a eu la fameuse théorie des parties prenantes. Comment est-ce qu'on va intégrer les parties prenantes internes ou externes à l'entreprise. On voit bien l'évolution avec la loi Pacte, avec la question des entreprises à mission. On voit bien aussi le développement, d'une certaine façon, des sociétés coopératives ou des créations, des tentatives de création d'organisations sous un autre mode. Et l'idée, bien sûr, de la recherche qui intègre la question de l'anthropocène, que Cédric a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la question comment on va intégrer aussi le rapport aux non-humains. C'est-à-dire aussi bien les animaux, les plantes, les minéraux, les écosystèmes et aussi les objets. Et je pense que l'un des enjeux de l'avenir des organisations, c'est plus totalement de penser l'organisation autour des systèmes sociaux qui excluent les non-humains, mais d'essayer justement de voir comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie le plus possible avec toutes ces espèces non humaines. En effet, et quand on regarde dans les articles que nous avons lus, il est souligné par certains auteurs que effectivement, nos recherches portent essentiellement sur l'expérience humaine, donc parfois aux dépens
effectivement des acteurs non humains. Donc, dans un article écrit par Ekurinen et Al, donc il propose même une nouvelle ontologie, donc qui serait moins, en disant, anthropocentrée. Donc, il y a aussi ce genre de réflexion en sens de gestion. Et dans un autre article, en fait, nous avons vu dans le domaine des systèmes d'information, information systems, c'était un article qui portait en fait sur le traitement des déchets électriques et électroniques. Donc, la dernière phase de vie des équipements numériques. Et dans cet article, en fait, l'auteur explique que les humains, donc l'espèce humaine est différente des autres espèces, notamment parce qu'on a une capacité à se projeter dans l'avenir. Et donc, du coup, ce qui se passe actuellement, et depuis notamment la grande accélération dont a parlé Nicolas depuis l'après-guerre, les non-humains, finalement, subissent ce rythme, le rythme temporel du progrès. Donc, le rythme, en fait, du progrès humain est imposé à toutes les autres espèces. À tous les autres acteurs en fait du monde. Et donc elle explique en fait avec son objet de recherche qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on étudie les déchets électroniques, de prendre en compte des rythmes d'autres acteurs. Le rythme de la nature, le rythme disons du consommateur de téléphone portable, il le garde pendant 1 an. Après, s'il n'est pas conscient des impacts environnementaux, il va le jeter à la poubelle, ça va se terminer dans un champ, et le téléphone va être là, dans la nature, pendant des dizaines, voire centaines d'années. Donc cet article montre aussi un nouveau concept, le concept de rythme, et permet de souligner finalement que notre rythme s'impose à toutes les autres espèces. Alors que si on intégrait les rythmes d'autres espèces, on pourrait avoir des résultats différents dans nos actions et stratégies. Alors je poursuis avec 2 exemples. Un premier exemple dans un article dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un article qui s'intéresse en fait à comment est-ce que les entrepreneurs peuvent prendre en compte et essayer de s'attaquer aux grands enjeux de l'humanité. Les entrepreneurs, depuis Schumpeter, ils sont intéressés par répondre à des besoins, satisfaire les besoins de consommateurs, ils sont motivés par le profit. Dans cet article, en fait, les auteurs s'intéressent à ce qu'ils appellent les impact entrepreneurs, les entrepreneurs à impact. Et donc, ils soulignent le fait que si on veut prendre les grands enjeux, l'humanité et l'anthropocène au sérieux, en sens de gestion, ça implique d'aller au-delà d'une vue focalisée sur un acteur principal, que ce soit les actionnaires, que ce soit les clients, ou que ce soit même les entrepreneurs simplement qui visent à satisfaire des besoins économiques. Donc ils encouragent en fait les sciences de gestion à aller au-delà, qui se focalisent, disons, essentiellement sur la satisfaction donc, des bénéfices économiques pour les entreprises et leurs principaux stakeholders, donc notamment les actionnaires, principales parties prenantes. Et donc il souligne que lorsque l'on veut, en tant qu'acteur, résoudre les grands enjeux de l'humanité, par définition, les grands enjeux, comme nous l'avons rappelé en introduction, ils ne peuvent pas se résoudre avec un seul acteur. Même si c'est l'entrepreneur, le héros, donc Bill Gates, Zuckerberg, etc., Elon Musk, les entrepreneurs, en fait, en tant qu'acteurs individuels, ils n'ont pas les connaissances nécessaires, les compétences, l'autorité ou les ressources suffisantes pour résoudre ces grands enjeux. Donc il souligne aussi que, effectivement, la plupart des recherches en sciences de gestion ont plus se focalisé sur le niveau micro, donc soit les individus ou les organisations, qui a un manque de prise en compte du contexte de ces acteurs individuels. En plus, ces acteurs sont considérés simplement souvent comme des réceptoires, disons, des acteurs passifs, soit de produits ou services, ou de stratégies, voire de politiques publiques. Et puis, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, les études critiques de l'entrepreneuriat montrent que, notamment Schumpeter, le grand-père de Schumpeter était entrepreneur. Il y avait un article écrit par Quilles, notamment un petit bouquin qui montrait un petit peu le côté, l'influence historique de l'histoire de Schumpeter. Pourquoi est-ce que ces acteurs ont pris tant d'importance dans ces travaux? Et c'est encore le cas. C'est les acteurs héroïques qui vont sauver l'humanité. Elon Musk qui envoie des fusées dans l'espace. La voiture électrique qui va révolutionner les relations humains-biosphère. Donc, alors qu'en fait, quand on regarde les grands enjeux, un seul acteur tout seul ne peut pas
n'a pas l'autorité, les ressources pour changer à lui tout seul le cours apporter, disons, des solutions à ces grands enjeux. C'est notamment l'objectif d'un livre aussi de Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, dans lequel elle montre que les grands entrepreneurs, type Zuckerberg ou Musk, n'auraient pas parvenu à développer leurs innovations sans l'État, les investissements, disons, publics. Un deuxième exemple, pas prendre trop de temps, les acteurs à la marge, fringe stakeholders. La plupart des acteurs pris en compte dans le management sont des acteurs, sont pas des acteurs justement qui sont minoritaires. Donc, il y a peu d'attention déjà dans les études de management, notamment sur les modèles d'affaires, sur les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc un exemple qu'il donne, c'est que dans la littérature sur les modèles d'affaires, il y a des modèles d'affaires qui sont excluants. Donc, ils les appellent les modèles d'affaires isolés, isolated business models. Donc, ces modèles d'affaires, les acteurs qui sont pris en compte par ces modèles d'affaires, ils sont quasiment fantômes, ghost actors. Et finalement, ça pousse à des problèmes tels que dans le domaine de la microfinance, où vous avez un responsable de la Banque mondiale qui déroule donc ce modèle d'affaires, avec donner de l'argent à des communautés, disons, appauvries, de manière à ce qu'elles puissent créer leur business. Là, c'était le cas de femmes au Bangladesh qui avaient monté leur coopérative pour vendre des objets. Et donc, en fait, ils se rendaient compte que finalement, elles ne vendaient pas leurs objets. Donc, ils se disaient, tiens, mais en termes de business model, il faut que vous alliez vendre vos objets, madame. Il faut que vous alliez au marché. Et donc, la dame de ce petit village du Bangladesh lui répond, mais how can I go to the market? I'm a woman. Je ne peux pas aller au marché. Dans le petit village, les femmes ne vont pas au marché. Voilà, donc comment un exemple, en fait, de manque d'intégration des acteurs marginaux peut amener à l'échec de modèles d'affaires. Alors, on va aborder le troisième point de notre présentation, c'est-à-dire les théories que l'on peut mobiliser. Et donc, on dit souvent que les sciences de gestion sont une discipline carrefour, donc on s'attachait déjà aux sciences politiques, à la sociologie, à l'histoire, à la psychologie. Avec l'intégration de cette question de l'anthropocène, nécessairement, on a aussi besoin d'aller voir ce qui se passe dans le monde physique et donc d'intégrer des données qui proviennent de la géologie, de la biologie, de l'océanographie, de la climatologie, etc. L'avantage que l'on a, nous, en tant que chercheurs en sciences de gestion, c'est qu'aujourd'hui, il y a des revues qui sont consacrées exclusivement à l'anthropocène et donc ils font déjà en grande partie ce travail de synthèse. Donc on n'a bien sûr pas nécessité d'être spécialiste dans chacun de ces domaines. Mais ce que je cherche à dire, ce qu'avec Cédric on cherche à dire, c'est que les sciences de gestion sont intéressées beaucoup aux autres sciences humaines. Il est aussi important aujourd'hui qu'elles s'intéressent aux sciences physiques et naturelles. Ce qui nous amène à deux exemples, et je te laisse la main. Oui, rapidement, donc pour illustrer en fait ce qu'il y a dans le rond rose, là c'est une collaboration. Donc prendre l'anthropocène et les grands enjeux au sérieux dans nos recherches, ça pousse à de nouvelles interdisciplinarités au sein des sciences sociales. Donc c'est le premier exemple de cet article paru dans Organization and Environment. Dans cet article, il parle sur la révélation, disons, des émissions de gaz à effet de serre, un carbon disclosure. Les entreprises doivent divulguer la divulgation carbone, on appelle ça en français. Et donc, les auteurs montrent qu'en fait, les différentes théories qui traitent de cette divulgation carbone, qu'elles soient sociopolitiques, économiques ou institutionnelles, finalement, ne font pas tellement référence aux outils, à ce qui est fait en sciences de gestion, alors qu'ils soulignent que s'il y avait une collaboration donc interdisciplinaire au sein des sciences sociales plus importantes, ils auraient pu se rendre compte que dans la littérature sur la financial disclosure, il y a toute une littérature qui aurait permis du coup d'alimenter ces théories. Et un second exemple, qui est un article moi qui m'a inspiré, est-ce que vous le voyez? Ah voilà, un article par Whiteman, Walker et Perego, Planetary Boundaries, qui montre en fait que la littérature sur la responsabilité sociale des entreprises était déconnectée des enjeux des écosystèmes naturels. On peut penser pourtant que c'est leur objet de recherche, enfin de voir comment les firmes peuvent répondre aux enjeux environnementaux, mais en fait, il n'y a pas finalement de correspondance entre les sciences naturelles et les sciences sociales, notamment les sciences de gestion. Donc, Gail Whiteman, enfin, je vous encourage à regarder ses travaux, c'est très intéressant. Elle pousse vraiment à
à une interdisciplinarité entre sciences sociales et sciences de la nature. Et donc, ça nous amène à la question, entre guillemets, de nouvelles épistémologies et méthodologies, parce qu'elles ne sont pas nécessairement nouvelles, mais c'est peut-être aussi une façon de les intégrer dans notre réflexion et dans nos programmes de recherche en gestion. J'ai envie de dire que depuis à peu près la révolution industrielle, je dirais, la science est fondée sur un positivisme scientifique qui est fondé sur une rationalité instrumentale. On voit bien les effets aujourd'hui délétères de certaines formes managériales poussées à l'extrême, telles que le taylorisme, etc. C'est des choses qui sont aujourd'hui bien connues. Une façon aussi de changer de prisme et de changer de regard, c'est aussi de changer de posture. C'est-à-dire que tout en conservant cet esprit critique qui est propre à la recherche scientifique, c'est aussi d'aller chercher dans nos émotions, dans notre relation avec d'autres mondes. D'autres mondes, ça peut être des mondes artistiques, ça peut être des mondes sociaux qui s'organisent, et d'essayer de voir comment ils fonctionnent, et d'essayer tout autant d'analyser et d'observer, d'essayer de ressentir en nous-mêmes ce que ça peut produire comme effet dans notre propre regard sur ce qui est en train de se passer, de se produire. Et donc, d'une certaine façon, les sciences critiques, critical sciences, sont quand même pas mal développées. Les courants de recherche en critique sont pas mal développés. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut aussi passer de cette posture critique à une posture active. Et là, je trouve qu'en tant que chercheur en sciences de gestion, il y a beaucoup de champs qui pourraient s'ouvrir. Et encore une fois, dans le champ qui est mon champ d'origine, il y a des choses vraiment intéressantes qui sont faites en comptabilité. Je vous invite à aller voir la chaire que dirige Alexandre Rambaud sur la comptabilité écologique. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc l'idée, c'est d'avoir une science qui est la plus holistique possible. Brian Goodwin, dans les années 2000, avait essayé de lancer justement un courant qui essaye d'intégrer, d'essayer de décompartimenter les sciences et d'avoir une approche beaucoup plus globale. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les propos d'Isabelle Stengers, que vous connaissez peut-être, qui est une philosophe, et puis aussi dans toute cette démarche de l'écopsychologie qu'on trouve chez des psychanalystes comme Jung, mais qu'on trouve aussi chez des personnes comme Messi qui cherchent à intégrer justement la posture de l'individu dans un écosystème naturel. Voilà donc pour presque conclure donc cette présentation. Donc nous vous propose d'essayer de réfléchir maintenant en tant que chercheur en sciences de gestion. Si vous prenez au sérieux tout ce qu'on vous a dit, si vous êtes justement intéressé par ces grands enjeux, qu'est-ce que ça peut faire donc de prendre cela au sérieux? Donc soit on peut faire comme si on n'entendait pas. Donc là, on vous entend pas, mais j'imagine que vous nous avez entendu. Du coup, vous pouvez aussi avoir entendu, mais bon, pas en parler à vos collègues ou alors dans vos cours, et puis faire comme si vous voyez pas ce qui se passe. Mais c'est un peu difficile maintenant. Je lisais encore un article dans le Guardian là, qui vient de sortir, la responsable en fait du programme des Nations Unies pour l'environnement avance en fait que la crise du coronavirus, c'est un signal en fait à l'entreprise humaine. Et donc, elle pousse effectivement les humains à accélérer cette prise de conscience de l'anthropocène. Et donc, ça nous... Voilà. Ouais, merci Cédric. Ce qui nous amène à des nouveaux cours et des méthodes pédagogiques qui ne sont pas nécessairement nouvelles. Parce que quand vous regardez le slide, vous allez voir que finalement, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'invention, d'inventivité dans ce que l'on peut vous produire. Dans cette espèce de basculement que moi j'ai pu faire à peu près depuis 5 ans, en fait, le début de mon basculement est venu de mon questionnement sur les pédagogies qu'on utilise à l'université, qui sont des pédagogies très descendantes. On sait tous ce qu'est un cours magistral. Et je me demandais, et je continue à me demander pourquoi tout ce que l'on a
découvert depuis plus d'un siècle dans les pédagogies qui sont maintenant utilisées de façon plus ou moins importante et qui amènent même à créer des écoles alternatives et qui sont fondées sur des méthodes Montessori, Freinet, etc., où on essaye de rendre l'élève le plus actif et le plus apprenant possible. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de véritable révolution au sein des institutions de l'enseignement supérieur? Il peut y avoir des initiatives individuelles ou sur des petits collectifs, mais moi, en tout cas, je ne trouve pas, je ne rencontre pas véritablement de mouvement très fort autour de ces questions-là. Alors pourquoi est-ce que cette question-là, moi, je la relie à l'Anthropocène? Parce que je pense qu'on est en train de basculer dans un monde que, d'une certaine façon, personne ne connaît. J'ai envie de dire, moi, quand j'ai commencé ma carrière, je pouvais faire des plans de carrière. Aujourd'hui, on sait bien qu'un jeune qui rentre sur le marché du travail, il n'a pas nécessairement beaucoup de visibilité sur les métiers qu'il va exercer dans les 5, 10, 15, 20 ans. Et on sait qu'aujourd'hui, les métiers qui existeront dans 15 ans, la moitié des métiers, on ne sait pas très bien en quoi ils consisteront. Ce qui veut dire que l'intelligence, elle est bien sûr distribuée, ça on le sait, mais on ne le pratique pas nécessairement beaucoup. Et j'ai envie de dire que la question de l'Anthropocène, pour moi, c'est aussi une question d'invitation à travailler de façon beaucoup plus collective, en mobilisant beaucoup plus l'intelligence de nos étudiants et en travaillant de concert avec eux. Ce qui veut dire aussi introduire des nouveaux cours, alors pas nécessairement des choses qui sont révolutionnaires, mais travailler beaucoup plus, ce que l'on a tendance de plus en plus à faire, mais beaucoup plus travailler autour d'objets que de disciplines. Moi, je suis assez surpris que dans ma discipline, finalement, quand je regarde les programmes d'enseignement, ils n'ont pas beaucoup changé par rapport à ce que moi-même j'ai vécu lorsque j'étais étudiant. Donc, vous voyez, j'ai une barbe blanche, ça fait à peu près 35 ans de ça. Et puis, ce qui peut être également intéressant, c'est d'aller susciter les imaginaires. Et donc, aussi peut-être de travailler sur des utopies managériales. Donc, il y en a eu au 19e siècle, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Mais c'est aussi une façon d'ouvrir d'autres possibles et donc d'aller interroger encore cette relation au vivant qui n'est pas nécessairement du vivant humain. Et puis, j'ai envie de dire, dernier point, c'est d'introduire massivement toutes les autres sciences humaines qui sont malheureusement, je trouve, très délaissées dans les cursus de gestion, qui sont parfois présentes, mais de façon assez anecdotique. Et ce qui manque, je pense, aussi dans les formations en sciences de gestion, c'est une ouverture sur d'autres modes de connaissances, mais qui sont reliés à des espaces sociaux qui sont propres au SHS. Donc, dernier point avant de conclure, finalement, vous aurez compris que prendre l'Anthropocène au sérieux, ça influence l'ensemble du processus de recherche, de la définition du choix des objets de recherche, au design de la recherche, jusqu'aux méthodes et même aux résultats. Qu'est-ce qu'on fait de nos résultats? Est-ce qu'on se contente de publier des articles ou est-ce qu'on en fait autre chose? Donc, par exemple, pour l'impact sur le design de la recherche, Anne Tsui a écrit ceci sur dans une Management and Organization Review en 2013. Elle considère en fait que même orienter ses recherches sans prendre en compte en fait ces grands enjeux et ce qui est l'aspect pratique de nos recherches, le fait qu'elles soient appliquées et intéressantes pour des acteurs, que c'est même moralement condamnable en fait. Elle est un petit peu provoquant, mais donc pour elle, en fait, on ne peut pas se contenter simplement de produire de la connaissance, qu'on est chercheur en sciences sociales, on doit s'intéresser aux grands enjeux de société. Et ça pousse aussi peut-être, pour faire cela, à se poser des questions sur les types de méthodologies que nous utilisons. Certaines, lorsqu'on fait de la recherche, on peut se contenter d'expliquer le monde, de prédire ce qui va se passer, peut-être de mieux le comprendre, ou de le changer. Et en fonction de ces objectifs, on va adopter des méthodologies différentes. Donc les auteurs en fait proposent de diversifier les méthodes de recherche. On peut par exemple choisir d'impliquer les acteurs même dans le design de la recherche et faire de la recherche-action. Ce qui permet d'ailleurs de résoudre le problème du gap entre la recherche et la pratique, même en sciences de gestion, qui est une science de la praxis. Il y a peu de travaux en sciences de gestion qui sont utilisés par les acteurs ou même qui sont lus. Donc
ce qui, lorsqu'on veut travailler sur les grands enjeux, c'est intéressant peut-être que nos recherches aient un impact. Et j'en ai terminé, donc nous pouvons maintenant, Nicolas, passer à la conclusion. Je vais juste te dire qu'effectivement, les chercheurs-chercheuses en sciences de gestion, donc ça se réveille. Hein, les sciences de gestion commencent à prendre en compte l'anthropocène au sérieux, à EGOS par exemple, l'Académie de Management, l'Académie européenne de Management. Il y a même un réseau de recherche sur la recherche responsable en sciences de gestion. Et puis au sein de EGOS, donc le groupe en études organisationnelles, le groupe européen, il vient d'être créé par Paul Adler, un groupe qui va travailler sur l'anthropocène, qui s'intitule Organization Studies in the Anthropocene, System Change, Not Climate Change. Pas mal de choses intéressantes, donc je vous invite à regarder tout cela si ça vous intéresse. Et donc Nicolas, là je te repasse la parole pour une conclusion en images. Yes. Alors, ça va être très court parce que c'est un petit extrait du documentaire Human que vous avez peut-être vu d'Arthus Bertrand, qui pour moi est intéressant parce qu'il nous interpelle en fait sur des enjeux fondamentaux qui sont propres à la fois à notre travail de chercheur en sciences de gestion, mais qui a une vision beaucoup plus globale et intégrée dans le monde des propos qui sont tenus. Soy José Mujica, pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. La plupart d'entre vous sont chercheurs en sciences de gestion, ces grands enjeux, l'anthropocène. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, on va commencer peut-être par Philippe. Alors, puisque malheureusement, je suis désolé, on n'a pas pu fournir un article encore, mais lors d'un prochain séminaire, on pourra peut-être discuter d'un article. Mais je crois que Philippe, tu avais quelques questions pour lancer la discussion. Donc.